Le matin du 11 mai 2026, 11 spécialistes russes des armes nucléaires ont quitté Téhéran à bord d'un avion cargo Antonov-An, un 2-4 affrété à destination de Moscou. Ils venaient de passer 29 jours à l'intérieur de l'installation d'assemblage d'Ogiv la plus classifiée d'Iran. Les agences de renseignement occidentales ont suivi leur départ en temps réel. L'imagerie satellitaire a confirmé que la configuration de la charge de l'appareil correspondait aux spécifications observées à l'arrivée, 29 jours plus tôt. Et en quelques heures, une évaluation classifiée a commencé à circuler à Tel Aviv, Washington et dans les capitales alliées. Cette évaluation contenait une seule conclusion. L'Iran possède maintenant une capacité opérationnelle d'assemblage d'Ogiv, assurée par des techniciens iraniens formés directement par des spécialistes russes. Ce n'est pas un risque théorique. C'est une ligne de production active, confirmée par 3 flux de renseignements indépendants. Et elle fonctionne en ce moment même. Dans les prochaines minutes, je vais vous montrer exactement ce que ces spécialistes russes ont construit, comment ils ont formé des techniciens iraniens à assembler des ogives nucléaires sans aide extérieure, et pourquoi cela change tout le calcul stratégique pour chaque gouvernement qui observe ce conflit. Voici maintenant ce qui s'est passé. Les spécialistes russes sont arrivés en Iran le 13 avril 2026. C'était le 45e jour de l'opération Epic Fury, la campagne conjointe américano-israélienne qui démantelait systématiquement l'infrastructure militaire iranienne depuis le 28 février. Le moment choisi n'avait rien d'une coïncidence. Des scientifiques nord-coréens avaient quitté l'Iran le 8 mai après avoir livré des plans d'ogives miniaturisés. L'Iran avait les plans. L'Iran avait des stocks d'uranium enrichi dépassant les 150 kg à une pureté de qualité militaire. Ce que l'Iran n'avait pas, c'était le savoir institutionnel pour assembler physiquement un dispositif nucléaire sans tuer toutes les personnes dans la pièce. La Russie a envoyé les gens qui savaient comment faire. La trajectoire de vol était directe, de l'aéroport Vnukovo de Moscou à l'aéroport international Imam Khomeini de Téhéran. Un avion de transport militaire en vol unique avec un plan de vol diplomatique déposé auprès de l'aviation civile iranienne 48 heures à l'avance. Aucune dissimulation, aucun itinéraire à escale multiple. La Fédération de Russie voulait que cette livraison soit détectée. C'était un signal, pas une opération clandestine. Les 11 spécialistes voyageaient avec des passeports diplomatiques indiquant leur profession comme consultants techniques pour des systèmes de sécurité industrielle. Le renseignement russe savait que les agences occidentales les identifieraient. C'était le but, le message était simple. La Russie est prête à fournir à l'Iran des capacités que les États-Unis ne peuvent pas intercepter. La faille dans la sécurité opérationnelle est survenue 6 jours après l'arrivée, lorsqu'un satellite européen de reconnaissance optique a détecté de nouveaux travaux dans une installation située dans la chaîne des monts Zagros. La construction était distinctive, des modules de salle blanche, des panneaux de blindage électromagnétique, le transport d'équipements à vide poussé. Ce ne sont pas des composants destinés à la production de missiles ou à l'enrichissement de l'uranium. Ce sont les contrôles environnementaux nécessaires à l'assemblage de précision d'ogives, où une seule particule de poussière ou une interférence électromagnétique peut provoquer une défaillance catastrophique. En moins de 72 heures, des stations de renseignement électromagnétique ont intercepté des communications chiffrées entre l'installation du Zagros et le centre nucléaire fédéral russe de Sarov. Les combinaisons de mots-clés ont déclenché des alertes immédiates. Calibration de lentilles explosives, protocole de manipulation d'initiateurs neutroniques, procédure d'intégration de gaz tritium. Ce ne sont pas des discussions théoriques, ce sont des instructions opérationnelles pour assembler des armes nucléaires fonctionnelles. Les analystes satellitaires ont confirmé le renforcement des périmètres de sécurité sur le site du Zagros. Des systèmes mobiles de défense antiaérienne ont été redéployés pour couvrir l'installation. De nouvelles routes d'accès ont été construites avec des filets de camouflage anti-satellite. Les signatures thermiques étaient compatibles avec des systèmes souterrains de chauffage, ventilation et climatisation fonctionnant en cycle de 24 heures. Ces systèmes servaient à maintenir les tolérances de température et d'humidité nécessaires au stockage des composants d'ogives.
Quelque chose était en train d'être assemblé, et cela se faisait dans des conditions suggérant une sensibilité extrême. Restez avec moi, parce que ce que ces spécialistes russes ont réellement construit n'est pas ce que la plupart des gens imaginent lorsqu'ils entendent l'expression assistance nucléaire. Il ne s'agissait pas de vendre des plans de centrifugeuses. Il ne s'agissait pas de livrer de l'uranium. Il ne s'agissait même pas de transférer des plans d'ogive. La Corée du Nord l'avait déjà fait. Ce que la Russie a livré était bien plus dangereux, une capacité institutionnelle, soit la capacité pour l'Iran de produire des ogives nucléaires indéfiniment, sans avoir besoin d'aide extérieure à nouveau. Le spécialiste principal de l'équipe russe a été identifié grâce à des interceptions de signaux et à des témoignages de transfuges comme étant Viktor Sergueïevitch Petrov. Le renseignement occidental dispose de renseignements limités sur lui. Ce que l'on sait provient de communications interceptées de dossiers du personnel recoupé dans le complexe russe des armes nucléaires. Petrov aurait travaillé pendant plus de 22 ans à l'installation d'assemblage d'ogives Avangard à Sarov. Son expertise porte sur l'assemblage final et l'assurance qualité des armes nucléaires stratégiques. Si cette identification est exacte, l'Iran vient d'accueillir un homme qui a personnellement assemblé plus d'ogives nucléaires fonctionnelles que toute autre personne encore vivante en dehors des États-Unis, de la Russie et de la Chine. L'équipe a travaillé exclusivement dans l'installation non divulguée du Zagros. Les agences de renseignement occidentales essaient de localiser ce site depuis plus de 10 ans. L'imagerie satellitaire suggère qu'il est enfoui sous plusieurs centaines de mètres de roches, dans une région contenant des dizaines de formations géologiques similaires, ce qui rend un ciblage précis presque impossible. L'installation n'est indiquée sur aucune carte. Elle n'apparaît dans aucun document du gouvernement iranien. Et jusqu'au 29 avril 2026, aucun satellite occidental n'avait jamais détecté d'activité sur place, confirmant définitivement son existence. Le travail était compartimenté, mais contrairement à l'opération nord-coréenne, il n'était pas réparti sur plusieurs sites. Tout s'est passé aux Zagros. Ce choix reflète la nature du travail. L'assemblage d'ogives est un processus d'intégration. On ne peut pas le diviser géographiquement sans créer des vulnérabilités de transport qui exposent les matières fissiles à une interception. L'équipe russe a apporté des prototypes physiques, pas des plans de vrais composants. Une évaluation du Mossad ayant fuité dans les médias israéliens, le 9 mai indiquait que les Russes avaient transporté des maquettes d'assemblage d'ogives, des lentilles explosives de formation et des substituts non radioactifs d'initiateurs neutroniques. Ce sont les outils pédagogiques utilisés dans les propres écoles russes d'assemblage d'ogives pour former de nouveaux techniciens sans risquer une détonation accidentelle ou une exposition aux radiations. Le principal élément livré n'était pas du matériel, c'était du capital humain. Les spécialistes russes ont formé 32 techniciens iraniens sélectionnés dans le programme d'armes nucléaires iranien au cours de 29 jours. La formation couvrait 6 domaines critiques. Premièrement, l'usinage du cœur d'uranium selon des tolérances mesurées en microns. Deuxièmement, l'assemblage de lentilles explosives et l'intégration des circuits de synchronisation. Troisièmement, la manipulation du gaz tritium et son injection dans les réservoirs de suralimentation. Quatrièmement, l'installation d'initiateurs neutroniques et leur connexion électrique au circuit de mise à feu. Cinquièmement, le contrôle environnemental et la prévention de la contamination pendant l'assemblage. Sixièmement, les essais d'assurance qualité et le diagnostic des défaillances. Chacune de ces compétences exige une pratique concrète sous supervision experte. On n'apprend pas l'assemblage d'ogives dans un manuel. On l'apprend en le faisant à répétition avec quelqu'un à côté de soi qui l'a fait 1000 fois et qui peut vous avertir une microseconde avant que vous commettiez une erreur qui vous tuerait. Voici maintenant où le portrait du renseignement passe d'alarmant à véritablement dangereux. Le 9 mai, 2 jours avant le départ de l'équipe russe, des satellites ont détecté à l'installation du Zagros des signatures électromagnétiques compatibles avec des opérations de pompe à vide poussées. Dans le contexte des armes nucléaires, ces pompes servent à une seule chose, évacuer l'air de chambres scellées où du gaz tritium est injecté dans des réservoirs de suralimentation d'ogives. Le tritium est stocké sous vide pour éviter la contamination et la désintégration prématurée. La signature a duré environ 4 heures.
Cette durée correspond à l'intégration du tritium dans un seul assemblage d'ogives. Elle ne correspond pas à des essais d'équipement ni à des exercices de formation. Le profil électromagnétique correspondait à des opérations actives, pas à des simulations. L'évaluation qui a circulé dans le renseignement occidental, le 10 mai concluait que l'Iran avait probablement mené son premier assemblage indigène d'ogives sous supervision russe, le 9 mai, pas un essai complet, pas une détonation, un assemblage. Il s'agissait de prendre des matières fissiles, des lentilles explosives, des initiateurs et du tritium, puis de les intégrer dans un dispositif nucléaire fonctionnel prêt au déploiement. Le calendrier du Mossad ayant fuité au Wall Street Journal, le 12 mai estimait que l'Iran était désormais à 4 à 6 jours de compléter sa première ogive nucléaire pleinement opérationnelle, assemblée entièrement par des techniciens iraniens sans présence russe. L'évaluation de la Central Intelligence Agency, la CIA, présentée au Congrès le même jour, a prolongé ce délai à 10 à 14 jours, en invoquant des incertitudes liées au protocole d'assurance qualité et aux essais de sûreté intégrés. Les deux agences s'entendent sur une chose, l'assemblage est en cours. La seule question est de savoir à quelle vitesse les techniciens iraniens peuvent reproduire ce que les Russes leur ont montré. Il faut parler de ce qui a précisément été construit, parce que le livrable ici est fondamentalement différent de l'opération nord-coréenne. La Corée du Nord a donné à l'Iran le savoir nécessaire pour concevoir une ogive miniaturisée. La Russie a donné à l'Iran le savoir nécessaire pour la construire. Concevoir et assembler ne sont pas la même chose. Des milliers de personnes comprennent la physique des armes nucléaires. Des dizaines de pays pourraient théoriquement concevoir une ogive fonctionnelle avec suffisamment de temps et de ressources. Mais en assembler une réellement, sans contamination, sans détonation accidentelle, sans défaillance de composants, exige une expertise institutionnelle que seules quelques installations sur Terre possèdent. La Russie vient de transférer cette expertise à l'Iran. La contribution russe s'est concentrée sur la phase la plus dangereuse du cycle de vie d'une ogive, l'assemblage final. C'est le moment où tous les composants individuels cœur d'uranium, lentilles explosives, initiateur, réservoir de tritium, circuit d'armement se combinent en un seul dispositif intégré. C'est la phase où une seule erreur, une lentille explosive mal alignée, un initiateur neutronique contaminé, une connexion mal soudée, transforme une arme fonctionnelle soit en échec partiel, soit en catastrophe, tuant toute l'équipe d'assemblage. Les techniciens russes sont formés pour gérer ce risque grâce à une discipline procédurale développée au fil de 7 décennies de production d'armes nucléaires soviétiques et russes. Ils ont apporté cette discipline en Iran. Ils ont démontré les protocoles de salle blanche. Ils ont montré aux techniciens iraniens comment vérifier l'intégrité des composants avant l'intégration. Ils les ont formés au blindage électromagnétique pour prévenir une détonation accidentelle causée par des signaux externes. Ils leur ont enseigné des procédures de prévention de la contamination qui empêchent les particules radioactives de compromettre la qualité de l'assemblage. Tout ce savoir réside maintenant chez 32 techniciens iraniens qui n'ont plus besoin de l'aide russe pour assembler des ogives nucléaires. C'est une capacité de production, pas un événement ponctuel. Tant que l'Iran possède des matières fissiles, des lentilles explosives et des composants d'initiateurs, ces 32 personnes peuvent produire des ogives. Elles n'ont pas besoin d'appeler Moscou. Elles n'ont pas besoin d'attendre la prochaine délégation technique. Elles peuvent le faire elles-mêmes aujourd'hui dans une installation que les États-Unis et Israël n'ont pas réussi à localiser depuis plus de 10 ans. Maintenant, considérez les implications stratégiques. C'est ici que l'histoire cesse de porter sur une capacité technique. Elle devient une question de décision qui pourrait déclencher le plus vaste conflit régional depuis la Seconde Guerre mondiale. L'Iran a publiquement maintenu qu'il ne cherche pas à obtenir des armes nucléaires. Des responsables iraniens ont répété cette position aussi récemment que le 8 mai 2026. Simultanément, l'Iran a enrichi de l'uranium à 90% de pureté, accueilli des spécialistes nord-coréens de la conception d'ogives pendant 47 jours, accueilli des spécialistes russes de l'assemblage pendant 29 jours et exploite maintenant une ligne de production d'ogives dotée de techniciens formés. Ces gestes ne correspondent pas à ceux d'un pays qui respecte le traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Ils correspondent à ceux d'un pays qui se prépare à franchir le seuil nucléaire au moment de son choix. La guerre actuelle accélère ce calendrier d'une manière précise.
L'armée conventionnelle iranienne a été systématiquement détruite, la couverture de défense antiaérienne réduite de plus de 80%, les forces navales éliminées et les installations de production de missiles frappées à répétition, le guide suprême assassiné, l'infrastructure économique paralysée par les pénuries de carburant et la fermeture du détroit d'Ormuz. Dans ce contexte, une arme nucléaire n'est pas un outil offensif. C'est un moyen de dissuasion. Une garantie que, peu importe à quel point les forces conventionnelles iraniennes sont affaiblies, toute tentative de changement de régime ou de victoire militaire totale comporterait des coûts inacceptables. C'est la même logique qui a poussé le Pakistan à chercher à obtenir des armes nucléaires dans les années 1990, la même logique qui soutient encore aujourd'hui le programme nord-coréen. Et c'est cette logique qui rend les 2 prochaines semaines plus dangereuses que toute période depuis la crise des missiles de Cuba de 1962. Voici la partie que les analystes du renseignement ne peuvent pas résoudre. Si l'Iran décide de compléter l'assemblage d'ogives et de déployer des armes nucléaires opérationnelles, il n'existe aucune voie claire pour l'en empêcher qui n'implique pas des risques catastrophiques. Une frappe militaire contre l'installation du Zagros exigerait d'abord de la localiser. Le renseignement occidental tente de déterminer l'emplacement précis de ce site depuis plus de 10 ans. L'imagerie satellitaire identifie une région, pas une coordonnée précise. Frapper la mauvaise montagne tuerait des civils iraniens et n'accomplirait rien. Même si l'installation est localisée et frappée avec succès, cela n'élimine pas le savoir. Les 32 techniciens formés ne disparaissent pas lorsqu'un bunker s'effondre. Les composants d'ogives stockés ailleurs ne disparaissent pas non plus. L'Iran a reconstruit son programme de centrifugeuses après Stuxnet. Il a reconstruit sa production de missiles après des frappes israéliennes répétées. Il reconstruira l'assemblage d'ogives si l'installation du Zagros est détruite. La diplomatie n'est pas viable. L'Iran a refusé des négociations avec les États-Unis. Les exigences de l'administration Trump demeurent une capitulation sans condition. Aucun médiateur n'existe en qui les 2 parties ont confiance. Les Européens n'ont aucun levier. La Russie et la Chine n'ont aucun intérêt à freiner un programme qui complique les objectifs américains dans la région. Le seul mécanisme qui peut arrêter la militarisation est une décision iranienne de ne pas aller de l'avant. Et tous les indicateurs suggèrent que cette décision évolue dans la direction opposée. Les spécialistes russes ne se sont pas rendus en Iran pour livrer une formation théorique. Ils sont venus construire une capacité de production. Et toutes les preuves disponibles confirment qu'ils ont réussi. Le 10 mai, un jour avant le départ de l'équipe russe, l'armée de l'air israélienne a mené des frappes ciblées contre des installations connues de stockage d'armes dans l'ouest de l'Iran. Plus de 180 cibles ont été engagées dans une opération de 8 heures. Aucune de ces frappes n'a visé la région du Zagros. Soit le renseignement israélien ne connaît pas l'emplacement précis de l'installation, soit la décision a été prise qu'une frappe, même réussie, ne dégraderait pas de manière significative la capacité iranienne d'assemblage d'ogives, puisque le transfert de savoir a déjà eu lieu. Dans les 2 cas, l'explication est accablante. L'équipe russe est partie selon le calendrier prévu. Son travail est terminé. Ce qui reste en Iran n'est pas la question de savoir si les techniciens iraniens peuvent assembler des ogives nucléaires. C'est la question de savoir quand ils choisiront de le faire. L'évaluation du Mossad leur donne 4 à 6 jours. La CIA parle de 10 à 14 jours. Les 2 calendriers placent la première arme nucléaire opérationnelle de l'Iran entre la mi-mai et la fin mai 2026. La décision de militarisation n'a pas été rendue publique, ou si elle a été prise, elle n'a pas été détectée par le renseignement électromagnétique. Mais la marge avant de prendre cette décision se mesure maintenant en jours. Et la pression extérieure pour franchir cette ligne dévastation militaire, décapitation du leadership, effondrement économique est plus forte qu'à n'importe quel moment de l'histoire de l'Iran. La réponse mondiale a été fragmentée. Le Conseil de sécurité des Nations Unies demeure paralysé. La Russie a opposé son veto à la dernière résolution de sanctions le 9 mai. La Chine s'est abstenue. L'Agence internationale de l'énergie atomique, l'AIEA, n'a aucun accès de surveillance à l'intérieur de l'Iran et fonctionne sans vérité de terrain depuis 2023.
Le directeur général Raphaël Grossi a publié une déclaration le 12 mai qualifiant l'assistance technique russe rapportée de graves violations des normes internationales. Cette déclaration ne s'accompagne d'aucun mécanisme d'application. La Corée du Sud a convoqué son Conseil de sécurité nationale le 12 mai. Le Japon a officiellement demandé des consultations d'urgence avec Washington en vertu du traité de défense mutuelle. Les deux gouvernements comprennent le précédent. Si l'Iran se dote de l'arme nucléaire avec l'aide directe de la Russie, toute l'architecture de non-prolifération s'effondre. Tout pays prêt à accepter les coûts diplomatiques et économiques peut acquérir des armes nucléaires par collaboration directe entre États. L'Arabie Saoudite a réagi en moins de 24 heures. Le prince héritier Mohammed Ben Salman a déclaré publiquement qu'une arme nucléaire iranienne exigerait un programme saoudien correspondant. La Turquie a fait des déclarations similaires. L'Égypte a discrètement réactivé des recherches préliminaires. Le Moyen-Orient est au bord d'une transition. Il passerait de 0 État doté de l'arme nucléaire à potentiellement 5 ans moins de 10 à 8 mois. 11 spécialistes russes des ogives viennent de terminer 29 jours en Iran. Ils ont formé 32 techniciens iraniens à l'usinage du cœur d'uranium, à l'assemblage de lentilles explosives, à l'intégration du tritium et à l'installation d'initiateurs neutroniques. Le 9 mai, des satellites ont détecté des opérations d'assemblage d'ogives dans l'installation non divulguée du Zagros. L'équipe russe est partie le 11 mai. Le Mossad estime que l'Iran est à 4 à 6 jours de sa première arme nucléaire opérationnelle. La CIA parle de 10 à 14 jours. Les deux s'entendent pour dire que l'assemblage est en cours. La Corée du Sud et le Japon ont convoqué des consultations d'urgence. L'Arabie Saoudite a annoncé publiquement qu'elle poursuivra des armes nucléaires si l'Iran franchit le seuil nucléaire. L'emplacement de l'installation demeure inconnu du renseignement occidental. Et à ce jour, le 13 mai 2026, les techniciens iraniens poursuivent l'assemblage d'ogives sans supervision russe. Ce n'est pas de la spéculation. C'est la réalité évaluée à partir de l'imagerie satellitaire, du renseignement électromagnétique et de témoignages de transfuges. Et cela se produit plus vite que toute stratégie de confinement ne peut répondre.